Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. La dernière fut un succès parce que vos commentaires prouvent que vous avez carrément aimé. Et c'est tant mieux parce que je craignais que ma vidéo vous déplaise. Merci pour vos appels, merci pour vos messages et vos encouragements. Et je réitère ce que je vous ai dit la dernière fois. Je ferai toujours tout pour que vous soyez fiers de faire partie de ma communauté. Et en parlant de communauté, j'ai essayé de vous trouver un nom. Il fallait bien que je trouve comment je dois m'adresser à vous. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je vais me la faire simple et originale. Du coup, si moi je suis une lébou, donc vous aussi vous serez des lébous. Désormais, vous êtes des lébous, en tout cas vous qui faites partie de ma communauté. C'est comme ça que je vais m'adresser à vous. So les lébous, allons regarder votre générique avant de poursuivre cette vidéo. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui sera une story time. Je vais vous raconter 3 situations que j'ai vécues et qui auraient pu gâcher ma vie malgré tous les efforts qu'avait fait ma mère pour assurer ma sécurité. Vous savez, le proverbe qui dit au Sénégal, je vous jure que c'est vrai. Traduction pour ceux qui ne parlent pas wolof, ça veut dire que seul Dieu peut protéger vraiment les enfants. Même aux parents le plus protecteur, il peut arriver malheur à son enfant sans qu'il s'en rende compte ou bien sans que ça soit vraiment de sa faute. Les 3 histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sont des faits réels que j'ai moi-même vécus. La première situation, quand je l'ai vécue, j'étais en classe de CM1, j'étais à l'école primaire, j'étais encore une petite fille, mais bon, pas trop petite parce que je comprenais beaucoup de choses. À l'époque, j'allais à l'école en groupe avec d'autres enfants de mon quartier avec qui on était dans la même école. Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'étais une petite vulnérable, c'est-à-dire c'était la petite vulnérable. Tu étais petite de taille, pour ton âge, tu es une gamine, alors que tu peux avoir 6 ans, mais tu es trop petite et tout. J'étais la petite à qui on cherchait tout le temps des problèmes, on essayait tout le temps d'intimider. Très souvent, je rentrais en pleurant, d'autres fois blessée et tout. Un jour, ça m'a valu 2 jours sans classe parce que quand je jouais avec mes camarades en rentrant, un camarade m'avait taclé et je suis tombée. En tombant, je me suis cogné la tête contre une pierre. J'essayais de me défendre tout le temps, mais c'était pas cadeau. Même si parfois j'étais défendue par d'autres, comme par exemple Bintou. Bintou, elle était un peu plus grande que nous, un peu plus âgée, mais bon, pas trop. Sa mère connaissait mes parents. Et du coup, pour elle, j'étais comme sa petite sœur, quoi. Ma mère, face à cette situation, devait coûte que coûte trouver une solution. Le moyen le plus logique qu'elle avait, c'était de me trouver un moyen de transport. Mais c'était pas possible dans la mesure où elle n'avait pas les moyens. Déjà, payer ma scolarité, c'était un combat. Imaginez qu'elle doive me prendre un taxi. Donc, soit elle me payait un taxi, soit peut-être elle trouvait une personne avec qui je pourrais être en sécurité tout le temps. Sauf qu'un jour, elle a fait de telle sorte à rencontrer Bintou. Et c'est là qu'elle lui a dit que elle me confiait à Bintou et tout, et qu'elle n'avait qu'à prendre soin de moi étant donné que je me battais tout le temps et tout, on m'intimidait. Le problème à l'époque, c'était pas que j'avais peur, j'essayais, mais j'avais pas peur de me défendre, mais j'avais peur de ma mère. Parce que pour elle, c'était me ramène pas des problèmes à la maison et tout. Si quelqu'un fait quelque chose qu'il faut pas, viens m'en parler. Moi, je m'occuperai du souci. Et pour elle, c'est voir les parents. En plus, mes camarades, ils savaient que moi, je réagissais pas parce que j'avais peur de la réaction de ma mère. Je me disais, mais si je me battais et qu'après, ils allaient se prendre auprès de ma mère, elle va me donner une fessée et tout. C'était compliqué, mais après, quand j'étais fatiguée, carrément, j'ai commencé à me défendre. Maintenant, quand Bintou n'était pas là, c'était autour des frères Oscar et Ambroise. C'est avec eux que j'étais, parce que leur mère aussi connaissait ma mère et tout. Un après-midi, comme tous les autres, on partait à l'école. Il y avait Oscar, moi, Ambroise. Ce jour-là, je suis descendue à midi et j'ai vu que ma mère avait acheté de nouveaux habits pour moi. Il y avait un Lacoste rouge là, un pantalon noir et tout. Alors je me suis dit, je vais mettre mes nouveaux habits pour aller à l'école. Vous connaissez, une enfant qui a de nouveaux habits, forcée, elle va se la péter. Je me suis dit que je vais pas mettre ma blouse. Je vais attendre au moment d'entrer à l'école. Là, je mettrai la blouse. En partant, ma mère m'a dit, mais il faut mettre ta blouse. Mais j'ai dit non maman, je mettrai ma blouse quand je serai prête à entrer à l'école. Elle me dit il faut mettre. J'ai dit non, je mettrai la blouse après. D'accord, elle m'a laissé partir. Moi j'ai pris la blouse et j'ai mis au niveau des bretelles du sac. Arrivée à l'école, au moment de mettre ma blouse, je la trouve pas. Elle est tombée sans que je m'en rende compte. Et là j'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer. Il me disait
Mais calme-toi, c'est qu'une blouse et tout. Je dis, mais non, si je trouve pas ma blouse, je suis morte. Je savais pas de qui je devrais avoir le plus peur, entre ma mère qui m'avait prévenu de mettre la blouse et notre professeur là qui avait comme talent de pincer les oreilles. J'ai paniqué, je me suis dit, je vais coûte que coûte retrouver ma blouse. Maintenant, j'ai repris la route pour chercher la blouse. En partant, j'ai rencontré une tata qui amenait aussi son fils à l'école. Elle m'a interpellée et elle m'a demandé ce qui se passait, pourquoi je pleurais. J'ai expliqué et tout. Elle m'a dit, mais ça, c'est pas grave. Viens, tu pars à l'école. Après, tu vas trouver une blouse. J'ai dit que non, fallait que je trouve ma blouse. Fallait que je retrouve ma blouse. Elle m'a laissée, je suis partie. J'ai continué à chercher. J'ai pas trouvé la blouse. Je pleurais jusqu'à ce que je rencontre cette fois un tonton. Lui aussi, il m'a interpellée. Il m'a demandé ce que j'avais, pourquoi je pleurais et tout. Je lui disais que voilà, je pleure parce que j'ai perdu ma blouse et que si je rentre sans ma blouse, ma mère, elle va me tuer. Je peux pas aller à l'école aussi sans ma blouse. Il m'a dit, calme-toi, je sais qu'il y a ta blouse. J'ai dit, ah oui, il m'a dit, oui, j'ai vu une personne ramasser ta blouse. Mais cette personne avait un vélo et il prenait cette direction-là. Regarde, il y a même les roues. Et effectivement, quand j'ai regardé en bas, il y avait des roues de vélo dans cette direction. Il m'a dit, donc allons-y, suivons les roues du vélo et là, on va trouver celui qui a ta blouse. J'ai suivi le tonton. On a marché. Vous connaissez la chaleur de 16 heures. J'avais fini ma bouteille d'eau. Je continuais à marcher. On a dépassé les maisons habitables. On a dépassé les bâtiments en construction. On a dépassé le grand dépotoir d'ordures là qui se trouvait à Grand Standing. C'est même pas à Grand Standing là-bas. On avait lâché Grand Standing, on partait même vers champ de tir, le champ de tir des militaires. C'est vers là-bas qu'on allait. On traversait des bâtiments qui étaient abandonnés. J'ai arrêté de marcher quand je me suis rendu compte que si je traversais là le dernier bâtiment où j'étais, si je sortais de ces bâtiments-là, devant moi, il n'y avait qu'une immense forêt. Pas forêt, mais c'était une forêt. Il n'y avait que des arbres. Il n'y avait même plus de bâtiments devant moi. Je voyais même plus de bâtiments, encore moins de bâtiments abandonnés devant moi. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'étais devenue calme dès l'instant qu'on m'a dit on va retrouver ta blouse, on sait qu'il a ramassé. La peur a commencé à disparaître. Du coup, j'ai retrouvé petit à petit mes esprits. J'ai dit, tonton, moi je suis fatiguée. Il m'a dit, ah bon, mais continuons, c'est plus loin, il reste juste un peu de chemin à faire. J'ai dit, je suis désolée, mais je peux plus marcher. Il me dit, mais tu veux pas retrouver ta blouse? J'ai dit, si, mais je peux plus marcher, je suis fatiguée. Parce que là, je pressentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. En plus, je me suis souvenu quand ma mère me répétait tout le temps, quand tu descends de l'école, n'accepte de parler à personne, n'accompagne personne. Si un inconnu t'appelle, faut fuir et tout. CM1, j'étais petite fille, mais grande quand même. Je réfléchissais et je connaissais beaucoup de choses. Chez nous, la radio ne s'éteignait jamais. Ma mère, elle n'éteignait jamais la radio. C'était allumé H24. À l'époque, il y avait beaucoup trop de disparitions d'enfants. J'étais dans le doute. Je savais que ce qui était en train de se passer était dangereux quand même. Parce que j'étais seule. Je vous dis, entre 16h et 17h, parce que l'appel de la mosquée, là, de 17h ou 16h45, me trouvait dans ce bâtiment-là, seule avec ce tonton-là que je ne connaissais pas, qui était censé m'aider à trouver ma blouse, mais qui s'est retrouvé finalement à me convaincre de faire quelque chose avec lui 5 minutes pour qu'il me ramène ensuite chez moi. Oui, parce que quand je lui ai dit que j'étais fatiguée et tout, il m'a dit, assis-toi, repose-toi un peu, après on reprend la route. J'étais assise sur une brique à l'intérieur de ce bâtiment-là. D'un coup, il a commencé à me dire, viens, on va faire quelque chose 5 minutes et je te ramènerai. J'ai dit, tonton, je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez. Dès qu'il a dit, faut qu'on fasse quelque chose 5 minutes, immédiatement, j'ai tout de suite pensé à ce poème-là. À l'époque, il y avait les cahiers de poèmes. Ce poème qui disait, une fille doit éviter 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un bébé, 0 avenir. Donc, j'ai tout de suite capté de quoi s'agissait les 5 minutes dont il parlait. J'ai dit, tonton, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Mais lui, en gros, je ne sais pas, je pense qu'il n'avait pas trop toute sa tête, je ne comprends pas. Parce qu'il n'avait pas l'air d'être sûr de ce qu'il voulait faire. Du coup, il a commencé à venir vers moi. Mais à chaque fois qu'il essayait de venir vers moi, je me levais et je partais dans le sens inverse. Moi, je répétais sans cesse, tonton, ramenez-moi chez moi parce que je suis sûre que ma mère doit déjà être en train de me chercher. Il a insisté, mais comme il n'était pas sûr de ce qu'il voulait, et j'imagine aussi
Il s'est rendu compte qu'il avait affaire avec une petite fille qui était un peu trop intelligente pour son âge. Il n'a pas voulu trop forcer. Il m'a dit d'accord, je te ramène à ton école. Alors il m'a ramené à l'école, il est parti, moi je suis entrée, j'ai vu la secrétaire, elle m'a dit mais tu étais où? J'ai dit bah j'ai perdu ma blouse. J'étais là chercher mais je ne l'ai pas trouvée. Elle m'a dit toi en classe, mais il va falloir que tu t'achètes une nouvelle blouse. Mais ce jour-là, c'était pas mon jour. Je monte les escaliers pour aller en classe, je vois mes camarades. Vous faites quoi dehors? Bah on attend notre tour pour réciter les leçons. Moi, j'avais tellement pleuré que j'avais oublié tout ce que j'avais appris ce jour-là. Et quand je pense à notre professeur là, de toute façon, il te pinçait les oreilles, tu voyais même, quand il te lâchait, tu voyais même des fois des traces de sang au niveau de ses ongles. Et pendant des jours, tu ne pouvais pas toucher ton oreille comme ça. Du coup, je suis restée dehors. J'ai attendu qu'il soit 18h et je suis partie rejoindre les autres. Là, j'ai vu Bintou, elle m'a dit, mais tu étais où? J'ai dit, j'avais perdu ma blouse, j'ai été la chercher. Mais tu sais, j'ai rencontré un tonton qui m'a amené là-bas, dans des bâtiments et tout. Elle m'a dit, quoi? Il t'a rien fait? J'ai dit, non, il m'a pas touché, il m'a rien fait. Après, on est rentrés. Maintenant, quand nous sommes rentrés, j'ai vu ma mère. Elle m'a dit, mais Lébou, où est ta blouse? J'ai dit, c'est dans mon sac. Elle m'a dit, toi. J'imagine qu'elle pensait que toujours j'étais dans le mood de je vais montrer que j'ai de nouveaux habits et tout. J'ai pris mon sac, je suis partie pour faire mes exercices. Quelques minutes après, j'ai entendu mon nom, genre Lébou, Lébou. Je suis sortie, c'était ma mère. Elle m'a dit, où est ta blouse? J'ai dit, c'est dans mon sac. Elle m'a reposé la question une deuxième fois. Lébou, où est ta blouse? J'ai dit, c'est dans mon sac. Elle m'a dit, tu mens maintenant? Et là, j'ai tout de suite compris que maintenant, la question, c'était comment elle a su. Elle m'a dit, si ta blouse est dans ton sac, à qui appartient cette blouse? Bah, j'étais là, j'ai dit, bah, je l'ai fait tomber aujourd'hui. Je l'ai beaucoup cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je ne voulais pas que tu me frappes, c'est pour ça que j'ai menti. Elle m'a dit, d'accord. La blouse, c'est ta tante Awa qui l'a ramenée. Il y avait mon nom inscrit sur la blouse. J'étais la seule petite à m'appeler comme ça, qui habitait à Tiesland et qui étudiait dans cette école. J'imagine que c'est comme ça et que la personne a su de qui il s'agissait vraiment. Donc c'est comme ça que ma mère a eu la blouse. Après elle m'a dit, mentir c'est pas bon. Faut jamais mentir, même si tu as un couteau là sous la gorge, faut jamais mentir. Comme par hasard, ce jour-là, j'imagine qu'elle a pressenti que j'avais trop souffert. Elle a rien fait, elle a rien dit. Et j'ai jamais raconté cette histoire-là. Je vous dis, cette histoire, je l'ai racontée qu'en classe, pendant un cours de morale, quand j'étais en classe de 5e. Ma mère ne l'a su que des années après. Je lui ai raconté que des années après. Je lui avais même pas raconté tous ces détails-là. J'ai repris l'école, je partais tranquille. Et en 18h, je courais. D'un coup, je vois qui? Le même tonton. Je suis allée voir Bintou. J'ai dit, Bintou, Bintou, regarde. C'est ce tonton là-bas qui m'avait amené dans les bâtiments. Elle, comme elle était plus âgée, beaucoup plus intelligente et tout, elle m'a dit, ah oui, va lui demander s'il te reconnaît. Moi, j'ai couru vers lui. J'ai dit, tonton, tonton, ça va? Vous me reconnaissez? Lui, il m'a dit, oui, je te reconnais. J'ai dit, tonton, j'ai trouvé ma blouse. Il a dit, ah d'accord, c'est bien. Et puis, il est parti. Ça, c'était la première situation que j'avais vécue qui aurait pu virer au drame malgré tous les efforts et les initiatives que ma mère avait prises pour que je puisse partir à l'école et revenir saine et sauve. La deuxième situation, quand je l'ai vécue, j'étais en classe de 6e. Alors, j'avais l'entrée en 6e, je devais aller au collège. Le collège se trouvait en ville. Et pour ma mère, il était primordial que je rentre chaque jour à la maison à l'heure. C'est-à-dire, quand elle m'achetait des fournitures scolaires, il y avait toujours une montre. Pour ma mère, il y avait des règles à respecter. C'est-à-dire, tu ne vas pas te la péter parce que tu étudies en ville maintenant. Tu pars, c'est l'école, c'est la maison. La première règle à respecter, c'est m'amène pas de convocation des parents. Pourquoi? Parce que d'après elle, quand elle étudiait, jamais on a convoqué ses parents pour indiscipline. Donc si moi je faisais une bêtise jusqu'à ce que l'on me donne une convocation des parents, elle m'avait dit textuellement, si jamais on te donne une convocation des parents pour indiscipline, dis simplement à la principale de te rendre ton dossier scolaire parce que jamais je mettrai les pieds à l'école pour te défendre. Ça, c'était la première règle. La deuxième, c'était de ne pas traîner, ni pour aller à l'école, ni pour rentrer à la maison. Le matin, je prenais le clando, tu payais 100 francs à l'époque, ça t'amenait jusqu'au marché central. Et le marché central, le collège, c'était à peine 5 minutes de marche, tu terminais la route à pied. La journée, je passais ça à 10e parce que je ne pouvais pas rentrer tous les jours à la maison à midi. Je rentrais le soir à 18h. Le soir, il n'y avait pas de clando. Le moyen le plus logique qu'elle avait, c'était de m'inscrire
pour que je puisse prendre le bus scolaire. C'était pas assez moyen, donc je le comprenais parfaitement bien. Il restait qu'une seule solution, c'était prendre les transports en commun. Les cars, là, tu payais 50 francs, ils t'amenaient du marché central à la gare routière de Thiès. Et maintenant, de la gare routière, je devais continuer la route à pied. Pour elle, les directives étaient très simples. Si je suivais ça à la lettre, je serais rentrée à la maison saine et sauve sans qu'il m'arrive quelque chose. C'était quoi? Elle me disait, tu descends à 17h45 si tu n'as pas de service. Parce que oui, à l'époque, au collège, nous, on n'avait pas de récré le soir. Et ils nous libéraient 15 minutes avant 18h. Du coup, si tu n'as pas de service, tu rentres, tu descends à 17h45. Chaque semaine, il y avait un groupe qui était de service. Certaines nettoyaient les tables, d'autres les fenêtres, d'autres balayaient. Si tu ne fais pas partie du groupe de la semaine, tu descends à 17h45. Pour ma mère, le calcul était simple. Si tu n'as pas de service, tu descends à 17h45. Collège Sainte-Ursule, marché central, tu ne peux pas faire ça plus de 15 minutes. Donc, d'après elle, si je ne suis pas de service, 18h devrait me trouver au marché central, dans le car, prête à arriver à la gare routière. J'arrive à la gare routière, je prends un car, tu payes 50 francs. Je vous jure, c'est comme ça qu'elle a fait le calcul avant l'ouverture des classes. Elle me disait, le car ne peut pas faire marché central, gare routière plus de 20 minutes, si on compte les arrêts. C'est vite fait. Donc, normalement, toi, à 18h20, tu devrais arriver à la gare routière. Si tu marches bien, tu ne peux pas faire plus de 30 minutes. Donc, toi, je veux que chaque jour, au plus tard, 18h30, 18h40, tu te trouves ici, à la maison. La directive aussi, là-bas, était simple. Elle me disait, prends tout droit la route nationale. Parce qu'elle disait que sur la route nationale, il y avait les voitures qui passaient et qu'il se pourrait que je rencontre des gens. C'était vrai. Des fois, je descendais de l'école. Je voyais des tontons qui rentraient. Sauf qu'un soir, j'ai vu personne en rentrant à la maison. Comme j'étais seule, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais prendre des raccourcis. Comme ça, je vais rentrer plus tôt. Comme j'ai laissé la route nationale et j'ai pris les plus ruelles. Maintenant, c'est là que c'était trouvé le danger. Ce que je vous raconte m'est arrivé juste au niveau du terrain entre EDK et l'école El Hadji Omar Tall. C'est là-bas que tout ça s'est produit en fait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Il y a des gens qui habitaient Grand Standing, mais vous connaissez Grand Standing, c'est un quartier résidentiel. Les gens ne marchent pas comme ça dans les rues. Moi, je traversais le terrain. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui jouaient là-bas. C'était des talibés qui jouaient là-bas au foot. J'imagine qu'au moment où je passais, eux, ils étaient à leur mi-temps. Et j'imagine qu'ils reprenaient leur jeu au moment où je traversais la route. Et je ne pense même pas qu'ils reprenaient leur jeu. Ils ont fait exprès. Alors moi, je traversais le terrain, droit devant moi. Il y en avait un qui était juste en face. Je marchais, il ne bougeait pas. Je me disais, peut-être que si je l'approche, il va bouger. Mais ça se voyait clairement qu'il n'avait pas du tout l'intention de me laisser passer. J'ai essayé de le dévier. Il est parti dans le même sens que moi. J'ai fait gauche, il a fait gauche. J'ai fait droite, il a fait droite. Là, je lui ai dit, mais quel est le problème? Laisse-moi passer. Il dit que non, il ne va pas me laisser passer. J'ai dit, mais je dois rentrer, laisse-moi passer. Je refais la même chose, il refait la même chose. Après, j'avais des mèches. Il a commencé à toucher mes mèches comme ça. Je l'ai frappé sur la main, je lui ai dit, ne me touche pas. Il y avait les autres qui étaient assis juste à côté du terrain, qui regardaient. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des petits talibés comme les petits enfants qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, c'était de grands talibés. Ils devaient avoir l'âge ou bien la taille de mes oncles. Parmi ceux qui étaient assis, j'ai vu 4 ou 5 peut-être qui se sont levés et qui venaient vers moi. Il y a un parmi eux qui a essayé de les arrêter, mais il n'a pas pu. J'imagine qu'il leur disait, laissez-la tranquille et tout. Mais j'ai vu que, en tout cas, un d'eux l'a repoussé comme ça. Après, j'ai vu qu'ils m'ont encerclé. J'ai dit, mais laissez-moi passer. Ils ont dit qu'ils ne me laisseraient pas passer. Pendant que les uns tiraient mes mèches, les autres essayaient de tirer ma jupe. Et il y a les autres qui essayaient de tirer ma chemise. J'ai même perdu un bouton de ma chemise à cause de ça. J'ai commencé à me débattre, j'ai essayé, j'ai tapé sur les mains, j'ai fait... Mais ils étaient nombreux. Il y a l'autre qui essayait de les arrêter. Finalement, ils se battaient même avec lui là. Parce que j'ai giflé un d'entre eux. Quand j'ai giflé l'un d'entre eux, il a répondu à la gifle. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, l'autre là qui essayait de les arrêter dès le début, il est venu, il a commencé à se battre avec eux et tout. C'est au moment là de la bousculade que je me suis échappée. J'ai couru. Quand je traversais la route là, j'ai même pas regardé.
Je me retournais pour voir s'il ne m'avait pas suivi. Jusqu'à en courant, j'ai heurté une personne. Quand je me suis levée pour voir qui c'était mon oncle. On habitait la même maison. Il m'a dit, mais Lébou, qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que tu viens et pourquoi tu pleures comme ça? Je lui ai dit, mais tonton, il y a un groupe de talibés, ils ont essayé de m'agresser. Il m'a dit, où ça? J'ai dit, là-bas. J'ai dit, ils ont tiré ma chemise, ils essayaient de tirer ma jupe. Il a pris une branche, il a coupé une branche d'arbre. Il m'a dit, c'est où? Tu connais l'endroit? J'ai dit, oui. Il m'a dit, viens, on y va. Celui qui était de dos, c'est la personne qui m'a intercepté. C'est-à-dire, c'est celui qui a tout commencé. C'est la première personne que mon oncle a attrapé. Mon oncle l'a attrapé par le dos. Les autres, par contre, ils ne m'avaient pas vu. Il ne m'avait pas vu parce que moi, j'étais cachée derrière mon oncle. J'avais tellement peur. Quand je lui ai dit que lui, il en faisait partie, il l'a attrapé par le dos et il a commencé à le frapper. Et les autres, ils ne comprenaient pas. Mais dès qu'ils ont aperçu ma tête, tous ceux qui ont essayé de m'agresser, ils se sont enfuis en courant. La personne qui a essayé de me défendre, comme lui, il se disait qu'il n'avait rien fait, il est resté. Et mon oncle a commencé à le frapper. Lui, il commençait à dire, mais non, j'en fais pas partie. Vous pouvez lui demander. Mon oncle m'a dit, est-ce qu'il en fait partie? J'ai dit non, il n'en fait pas partie. Mon oncle l'a relâché. Il a tellement frappé l'autre petit que pas trop loin du terrain, il y avait une quincaillerie. Et il y a une personne qui est sortie de là-bas. J'imagine que c'était le vendeur. Il a demandé ce qui s'est passé. Mon oncle lui a expliqué et tout. Il y avait aussi un militaire qui faisait de l'autostop. Il a vu l'action, lui aussi. Il est venu. Il a demandé ce qui se passait, pourquoi mon oncle il tapait le petit et tout. Mon oncle lui a expliqué. Il a dit, ah, ils ont fait ça. Laisse, je m'en occupe. Mon oncle lui a dit, bah, tiens-moi celui-là. Moi, je vais chercher les autres. Mon oncle, il est parti pour pourchasser les autres. Vous savez ce que le militaire, il a fait? Moi, j'avais même pas le temps de penser, moi. J'étais choquée. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à enlever ma jupe? Qu'est-ce qui se serait passé si je les avais rencontrés au beau milieu de nulle part? Mais si je les avais rencontrés ailleurs, dans un autre endroit plus calme, qu'est-ce qui se serait passé? J'étais sous le choc. Le militaire, il lui a dit, toi, on va t'amener à la police. Malgré les menaces, lui, je crois qu'il voulait juste faire peur au petit. Il a relâché le petit avant que mon oncle revienne. Il est revenu les mains vides parce qu'il a dit que à chaque fois qu'il disait à quelqu'un « attrape-moi celui-là », au lieu que les gens l'aidaient à attraper, il lui posait la question « mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Finalement, les petits se sont échappés. Donc, le seul espoir qui lui restait, c'était de venir prendre ce petit-là. Grâce à celui-là, il aurait pu être mené aux autres talibés. Mon oncle, il était tellement en colère. Il a failli pleurer s'il ne l'avait pas fait. Même, je pense qu'il a même coulé des larmes. Il s'était même disputé avec le militaire, presque. Après, on est rentré. Mon oncle avait appelé ma mère entre-temps. Elle nous attendait déjà. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, je vais t'amener à l'hôpital. J'ai dit, mais non, ils m'ont rien fait. Elle m'a dit, t'es sûre? Il faut qu'on vérifie. Je dis, non, ils m'ont rien fait. C'est vrai, ils ont essayé de mettre leurs mains partout, mais ils m'ont rien fait. Ça, c'était une deuxième situation que j'ai vécu en 2019 quand j'allais à l'université. Je crois que j'étais en deuxième année à l'université. Bon, peut-être pas dans le même contexte. Je craignais pas des trucs de viol et tout, mais j'aurais pu être agressée physiquement sans que je puisse me défendre. Juste pour vous expliquer que, petite comme grande, enfant ou adulte, nous sommes tout le temps en danger. Le danger, il est là et il est constant. Même dans sa propre maison, on peut être en danger. Alors, je partais à l'université. Notre espace numérique ouvert était à Grand Standing, juste à côté de l'antenne Tigo. Comme tous les matins, j'avais cours à 11h et tout. J'avais pris le bus. Maintenant, au moment où je descendais, juste au niveau de la station Shell, qui se trouve avant la station EDK, je suis tombée sur une action. Il y a un Jakartaman qui supportait d'ailleurs un étudiant qui partait à l'université. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Et une voiture a failli les renverser. Maintenant, lui, le Jakartaman, il criait sur le conducteur. Malheureusement pour lui, c'était lui qui était en tort. Et exactement à ce moment-là, il y avait un policier qui avait monté la garde là-bas. Le policier, il n'est pas toujours là, mais ce jour-là, il était là. Maintenant, comme le policier, il était témoin et il savait que c'était lui, le Jakartaman, qui était en tort, il lui a crié dessus, il l'a réprimandé, il lui a dit « Arrête, c'est toi qui es en tort ». Il essayait de parler, après lui, il a dit « Bah non, ne parle pas ». Vous connaissez le tempérament des policiers sénégalais. Et lui, j'imagine qu'il a dû prendre sur lui, parce qu'il ne voulait pas risquer peut-être de perdre son Jakarta. Il est parti. Moi aussi, j'ai regardé l'action. Après, la musique à fond, les écouteurs dans les oreilles, j'étais sur mon téléphone, je marchais. Je marchais, mais sur le côté, le long des murs des maisons, parce que je voulais carrément délaisser la route. Je me disais, bah, j'ai mis de la musique. Si une voiture vient derrière moi et klaxonne, peut-être que je ne l'entendrai pas. Mais je marche sur le côté. Et c'est ce que j'ai fait pour éviter des problèmes.
Je marchais tranquillement, une voiture est passée. Juste après la voiture, j'ai reçu un coup de poing. Un vrai coup de poing. Genre, un coup de poing, le coup de poing d'un homme comme ça. On m'a pas frappé comme ça, on m'a donné un coup de poing comme ça, ici, au niveau du bras. Moi, j'étais sur mon téléphone, j'ai rien vu venir. Juste une voiture est passée. Juste après la voiture, j'ai reçu le coup de poing. J'étais choquée. J'ai enlevé les écouteurs, je me suis retournée pour voir ce qui se passait. Et devinez qui est-ce qui m'a donné le coup de poing? C'est le même Jakartaman que le policier a réprimandé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a insulté en me disant, pousse-toi de la route. J'ai dit, mais pardon. Je l'ai insulté et j'ai dit, à quel moment je suis sur la route? Il m'a dit, c'est à moi que tu réponds. Il m'a insulté encore. Il m'a dit, attends que je te trouve là-bas. Il a garé sa moto. Il venait pour me frapper. Moi, je voyais le policier, mais il était un peu trop loin de moi. J'entendais la voix des étudiants, mais ils ne me voyaient pas. Ils ne pouvaient pas voir la scène parce que c'était la période de l'hivernage. Il y avait de l'herbe. La taille des herbes était comme ça. Ce qui m'a sauvé, c'est que la voiture qui est passée, le conducteur a été témoin des faits. Avant qu'il n'arrive à moi, c'est le conducteur qui est sorti de sa voiture. Il est venu à mon secours. C'est-à-dire, il est sorti, il a couru, il m'a tiré par le bras et il m'a mis derrière lui. Il a dit au Jakartaman, non, tu vas pas la toucher. Il dit, non, elle est impolie. Et le monsieur lui a dit, non, c'est toi qui as commencé, je t'ai vu. Tu n'aurais pas dû la frapper. Pourquoi tu l'as frappée? Le conducteur m'a dit, calme-toi, c'est comme ça, ils sont et tout. Et il est parti. Moi, je suis partie à l'université. Direct, je suis allée voir James Nia parce que j'ai vu que c'est lui qui l'avait déposé. J'ai cherché James partout, je l'ai vu. J'ai dit, James, c'est qui le Jakartaman qui t'a déposé? Immédiatement, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je lui ai dit, il m'a frappé. James m'a dit, frappé. Mais quand il a eu cette réaction, j'ai pas pu retenir les larmes. J'ai pleuré. En plus, j'avais trop mal. C'était un coup, un vrai. Comme s'il se battait avec John Cena, en fait. Moi, je comprends pas les hommes là qui frappent des femmes et vous leur donnez des coups, des vrais. Je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à ma mère, mais elle m'a même pas répondu. Parce qu'à plusieurs reprises, elle m'a dit de pas être scotchée sur mon téléphone quand je marchais. Et pour elle, c'était bien fait pour moi parce que j'avais la fâcheuse habitude de marcher et d'être sur mon téléphone au lieu de regarder là où j'allais. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que tout récemment au Sénégal, il y a eu une très grande polémique avec la petite qui a perdu la vie suite à des violences. Nous avons été nombreux à donner nos avis. D'ailleurs, je faisais partie de ces personnes-là qui disaient que les parents ont été négligents. Mais quand j'ai repensé au nombre de fois que j'ai été face à un danger, malgré tous les efforts qu'avait fait ma mère pour que je sois toujours en sécurité, je me dis qu'il serait un peu trop injuste de pointer les parents de cette petite du doigt. Je m'explique. Je sais qu'il y a des parents qu'il faut surtout pas avoir, mais selon moi, je me dis qu'un bon et sensé parent ne laisserait jamais ou bien ne ferait jamais exprès de laisser son enfant exposé à un tel danger. La vérité, c'est que nous sommes toujours, que nous soyons enfants, adultes, le danger, il est partout. Nous sommes tout le temps exposés à un danger. Que ça soit chez nous, vous voyez des personnes que l'on trouve chez eux, que l'on tue, peu importe où nous sommes toujours en danger. Il y a une chose contre laquelle on ne peut jamais se battre, et cette chose, c'est le destin. Et il y a des paramètres qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de nos parents, mais c'est du ressort de Dieu. Moi, de cette situation, il y a juste une chose qui m'a déplu, c'est l'argent. Arrêtez de donner de l'argent à vos enfants pour qu'ils aillent acheter à dîner. Je peux comprendre que l'on donne à son enfant de l'argent pour qu'elle achète le petit déjeuner à l'école. C'est normal, elle va à l'école. Il y a des tatas qui vendent, il y a des tontons qui vendent des bonbons aussi. Mais la nuit, tu donnes à ton enfant 100 francs, va t'acheter quelque chose à manger. Elle va faire quoi? Déjà, elle va sortir. Ah, il y a Tata Lebou qui vendait des fatailles, mais elle est rentrée. Je vais voir Tata Asta qui était de l'autre côté. Elle n'a pas cherché. Elle est allée chercher à manger. Elle n'a pas trouvé. Elle est obligée d'aller chercher ailleurs parce qu'elle va manger. Si on prend le cas de cette petite, elle n'a pas mangé pendant des jours. Parce que l'argent qu'on lui donnait à manger, elle avait gardé ça, elle avait mis ça de côté. Vous voyez le danger? Donc, s'il vous plaît, tu as 3, 4, 5 enfants. Au lieu de donner 100 francs à chacun pour qu'il aille s'acheter à manger, 100 francs chaque enfant, t'en as 5, c'est 500.
Achète 500 grammes de riz à 150, 100 francs de sucre, 200 francs de lait. Fais une bonne bouillie et serre-les chacun dans une tasse. C'est le seul moyen d'être sûr parce qu'ils seraient là dans ta chambre en train de boire leur bouillie. Qui aurait pu les trouver là-bas? Et ils seraient sous ta protection. Si je vous raconte tout ça, c'est juste pour que vous compreniez que c'est vrai, les parents devraient être beaucoup plus vigilants. Mais malgré tout, il y a des choses, ça ne dépend pas des parents. Et donc, s'il vous plaît, quand ce genre de situation arrive, évitons de compliquer les choses. On ne tire pas sur une personne qui est déjà à terre. Au début, je pensais que c'était négligent aussi, mais quand je pense toute la peine que ma mère prenait pour que l'on soit en sécurité et tout, mais il y a eu des fois où elle n'était pas là, il y a des choses qui nous sont arrivées. Pourtant, elle était constamment avec nous. Pourtant, elle a toujours essayé de nous protéger. Mais il y a des choses, c'est inévitable. Et on ne lutte pas contre le destin. Si Dieu décide que je vais mourir parce qu'on m'a tué, je vais disparaître parce qu'on m'aura kidnappé et tout, c'est le destin. Nous n'y pouvons rien. Ils auront beau essayer de nous protéger. Advienne que pourra, si Dieu décide qu'on va devoir être livré à un danger, rien ni personne ne pourra empêcher que cela arrive. Regardez mon cas, un nombre incalculable de fois, je me suis retrouvée face à un danger qui aurait pu finir en drame. La première fois, j'aurais pu être violée dans ce bâtiment, tuée et j'étais dans cette forêt-là. Qui m'aurait retrouvée? Je suis sûre que ma mère m'aurait cherché partout, sauf dans cet endroit-là, parce qu'elle se serait dit, ma fille n'a rien à faire là-bas. Parce qu'effectivement, j'avais rien à faire là-bas. Mais quoi? Le destin m'a amené là-bas. La deuxième fois, si ces groupes de talibés-là avaient réussi à me déshabiller, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient pu faire de moi n'importe quoi. Et c'était un groupe de grands talibés qui avaient la taille de mes oncles. La troisième fois, s'il n'y avait pas l'intervention de ce monsieur-là, le Jakartaman, il ne m'aurait peut-être pas violé parce que ce n'était pas son intention, mais je voyais clairement qu'il avait envie de me frapper. Il m'aurait battu, personne n'aurait rien su. Pourtant, chaque situation, j'aurais pu éviter de me retrouver en danger si j'avais suivi les ordres de ma mère à la lettre. La première, c'est parce que j'ai eu trop peur, mais si j'avais suivi son ordre de jamais partir avec un inconnu, peut-être que je ne serais pas arrivée dans ce bâtiment-là. La deuxième, si j'avais pris la route nationale comme elle me l'avait toujours indiqué, je ne me serais pas retrouvée au milieu de ce groupe de talibés. La troisième fois, et si je n'étais pas sur mon téléphone, comme elle me l'a toujours interdit, je n'aurais pas reçu ce coup-là. Mais c'est juste pour vous expliquer que les parents, ils peuvent tout faire. Mais quand Dieu décide autrement, nous n'y pouvons rien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même au plus protecteur des parents, il peut arriver malheur à son enfant. Donc, s'il vous plaît, voyez les choses autrement. Et vous, les parents, nous savons que vous essayez, vous faites des efforts, mais faites-en encore plus. Et comprenez aussi que même avec les parents, parfois, on peut se retrouver en danger. J'ai regardé cette émission-là. Il y avait une maman que sa fille avait raconté que son père lui faisait des attouchements pendant qu'il lui faisait prendre son bain. Juste pour que vous compreniez que le danger, il est partout. Dans la rue, chez nous, sur les jambes de nos parents. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et prenez les choses avec plus de recul et beaucoup plus de compréhension. Nous demandons juste que justice soit faite. C'est ce qui est normal parce qu'il faut que ça s'arrête. On en a marre de ces enfants qui subissent des violences. Les enfants n'ont rien demandé, ce sont des petits innocents. Pourquoi est-ce qu'ils doivent subir tout ça? C'est tout ce que j'avais à dire. Je pensais que partager mon vécu pourrait vous aider à voir les choses autrement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois, je vous prierai de beaucoup la partager, surtout avec les parents, pour qu'ils voient un peu de quoi il s'agit. Ça les aiderait à être peut-être plus préventifs. En attendant, likez, partagez si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas de nous laisser votre avis dans les commentaires. Gros bisous à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.